Bienvenue sur BK Podcast. Je m'appelle Bruno Kalubwende. Très heureux de vous avoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Comme tout le monde, nous sommes en train de regarder des images difficiles de la situation dans l'assistance à la violation du droit international par le Rwanda. Le Rwanda est en train de violer toutes les règles fondamentales du droit international, règles sur lesquelles l'ordre international est bâti. La Charte des Nations Unies, puisqu'il faut en parler, elle est bâtie autour de 5 principes fondamentaux. Le respect de la souveraineté des États membres, puisque le Congo est État membre de l'Organisation des Nations Unies, le Rwanda, c'est aussi un État membre de l'Organisation des Nations Unies, mais le Rwanda, depuis un moment, en finançant les activités du M23, en apportant un soutien en armement, mais aussi en personnel militaire, le Rwanda a totalement bafoué la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a bafoué le principe de non-ingérence dans les affaires internes parce que d'une part, son président dit que le M23 est une question de Congolais, mais si c'est une question de Congolais, comment est-ce que Paul Kagame se trouve mêlé à cela? Donc c'est une émission dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, un principe sacro-saint du droit international qui est impunément bafoué par le Rwanda de Paul Kagame. Le Rwanda bafoue les principes de non-recours à la force dans les relations internationales qui consacrent plutôt le principe des résolutions pacifiques des différends par le voie des négociations ainsi que le voie diplomatique. Donc le Rwanda de Paul Kagame n'a rien à voir avec l'ordre international au niveau le plus élevé, c'est-à-dire la charte de l'Organisation des Nations Unies. Le Rwanda bafoue la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le Rwanda fait usage à la force dans des relations internationales, mais le Rwanda s'immisce dans les affaires internes de la République démocratique du Congo en soutenant le M23 financièrement, militairement, mais aussi en personnel. Le Rwanda se rend donc coupable de l'agression qui est une guerre menée contre une armée étrangère sur le territoire de notre État tiers. Donc, tous les principes fondamentaux sur lesquels la Charte des Nations Unies est bâtie, tous les principes autour desquels les nations civilisées adhèrent, Rwanda est en train de violer ces principes-là impunément. Et donc, on assiste là au comportement que l'on qualifie effectivement d'un État voyou, un État qui ne respecte aucun principe du droit international. Et donc, cette situation, elle est grave et nous, peuple congolais, nous nous sentons délaissés et trahis par toute la communauté internationale. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que lorsque nous revenons en Afrique, l'organisation de l'Union africaine est aussi en train de voir cela se passer sous son œil et cette organisation, elle est d'ailleurs réputée pour son incapacité à résoudre quoi que ce soit en ce qui concerne les Africains. Donc l'Union africaine est à bien d'égards une organisation inutile parce que cette organisation est bâtie sur le respect des frontières héritées de la colonisation. Le Rwanda, en soutenant le M23, en soutenant le mouvement de Corneille Nangaa, le Rwanda est tout simplement en train de méconnaître les frontières héritées de la colonisation. Donc, que ce soit bien au niveau universel avec l'Organisation des Nations Unies, que quand vous retombez en Afrique avec l'Organisation de l'Union africaine, le Rwanda bafoue tous les principes internationaux, tous les accords sur lesquels les États se fondent pour forger une société ou une communauté internationale autour des idéaux de paix, de droits de l'homme, de démocratie, de respect des souverainetés et de vie commune
où tous nous partageons ce globe. Donc, sur le plan universel à l'Organisation des Nations Unies, on assiste à des condamnations verbales, mais qui ne suffisent pas. Le Congo et les Congolais, pour l'instant, demandent des actions beaucoup plus fortes, notamment des sanctions ciblées fortes sur non seulement Kagame, mais aussi le personnel important de son administration pour que cet effet se fasse sentir sur son peuple et effectivement espérer un changement dans le comportement du Rwanda. Donc l'Organisation des Nations Unies est en train de faillir à cela. Et d'ailleurs, cette organisation, elle n'est fondée que sur la volonté des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et aucun de ces 5 ne s'est prononcé de façon déterminante à part des condamnations, des déclarations, des condamnations qui ne suffisent à rien et devant lesquelles Paul Kagame ne veut même pas reculer. Maintenant, puisqu'il ne faut plus rien espérer du Conseil de sécurité, d'ailleurs, les Nations Unies ont l'une des missions les plus coûteuses de l'histoire des Nations Unies en RDC. Il ne suffit que de changer ou de faire évoluer le mandat de cette organisation pour quitter la simple phase d'observation, mais pour que ça devienne une mission d'intervention militaire aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré des conseils de sécurité, malgré les sessions spéciales au Conseil de sécurité qui avaient été organisées la semaine dernière, mais aussi cette semaine, sous la demande de la République démocratique du Congo, force est donc de constater que rien n'a évolué au niveau du Conseil de sécurité en tant qu'organe. Et comme je l'ai dit, quand nous revenons en Afrique avec l'organisation de l'Union africaine, la situation, elle est la même, pas d'action concrète. Et d'ailleurs, l'Union africaine a toujours déçu. C'est un regroupement de chefs d'État dictateurs qui n'ont rien à voir avec les progrès de l'Afrique et des Africains, mais qui sont plutôt préoccupés par la conservation de leur pouvoir. Donc, à bien d'égards, les Nations unies, l'Union africaine déçoivent et nous, en tant que Congolais, il devient de plus en plus difficile de compter sur ces organisations. Puisque nous ne pouvons plus compter sur ces organisations en tant que telles, une autre voie serait les bilatéralismes ou les relations diplomatiques que le Congo entretient avec des États individuels. Et sur ce point, il n'y a pas grand-chose qui vient des États-Unis. Il y a plutôt des condamnations qui s'élèvent de plus en plus au niveau de la France, mais même l'ancienne métropole, la Belgique, semble être de mèche avec l'ennemi qui est en train d'agresser des populations civiles, tuant au passage des milliers de citoyens congolais, commettant au passage des actes de viol sur des femmes, donc des comportements, toutes sortes de comportements inacceptables, et cela au vu et au su de tous en plein 21e siècle. Mais maintenant, après avoir parlé de l'organisation de l'Union africaine, après avoir parlé des Nations unies, ainsi que de toutes ces puissances qui se taisent face à la barbarie de Paul Kagame, du Rwanda et du M23 sur les territoires de la République démocratique du Congo, causant d'innombrables victimes, après avoir donc pointé du doigt ses partenaires extérieurs, nous devons revenir en nous-mêmes et nous examiner pour voir quelle est la part du peuple congolais, du gouvernement congolais dans le malheur qui est en train de s'abattre sur nous. La première chose que je constate, c'est que puisque aucun partenaire sérieux, crédible ne veut s'associer à notre cause, il faut constater malheureusement que la diplomatie tant vantée n'aura produit rien. Parce que face à cette menace qui a commencé à causer beaucoup de morts, aucun effort diplomatique n'a produit les résultats escomptés.
Il a suffi plutôt que le peuple s'élève, marche dans la rue et aille même jusqu'à commettre des actes que nous déplorons, des destructions de certaines ambassades, pour que la voix se fasse entendre. Donc, nos services de la diplomatie, notamment notre ministère des Affaires étrangères, depuis tout ce temps, qui a vanté la diplomatie agissante, force est bien de constater que rien de concret n'a été obtenu au travers de la diplomatie. Aussi, sur le plan de la défense, de la sécurité de nos forces de l'ordre, on nous a tout le temps vanté la montée en puissance de nos forces armées de la République. Mais devant cette défaite, devant cette humiliation, devant cette bataille que nous avons perdue, nous sommes en droit de nous poser des questions sur la fiabilité, sur la qualité de notre armée. En même temps que nous pointons du doigt les silences coupables de la communauté internationale, il faut que nous puissions pointer du doigt l'incapacité, le manque de politique qui a caractérisé la gestion de notre pays au cours de nombreuses récentes années. Donc, la défense de la patrie, l'intégrité du territoire national, la souveraineté même de notre peuple et de notre État sont des valeurs qui ne se négocient pas. Nous ne devrions pas passer tout le temps à crier ou à pointer du doigt l'extérieur, alors que cette question, la défense de l'intégrité du territoire national, est une question qui relève essentiellement des forces de l'ordre de cet État-là. Donc la défense de l'intégrité territoriale de la RDC est une question qui nous préoccupe tous et elle devait être la priorité de toute action gouvernementale. Mais force est de constater que 6 ans après l'accession au pouvoir de M. le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, force est de constater que nous n'avons pas une armée sur laquelle nous pouvons compter. Selon que nous voyons dans les images des gens qui sont au front, mais qui se plaignent de ceux qui ne sont pas payés, les fonds qui sont déboursés pour ravitailler nos militaires sont détournés avant qu'ils puissent arriver à leur destinataire. Vous avez les désordres causés par les hauts commandements militaires, et donc il y a ce flou-là qui fait qu'il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. En dernier ressort, en même temps que nous pointons du doigt le silence coupable de la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies en général, mais aussi l'Afrique, l'Union africaine et toutes ces organisations sous-régionales, en même temps, nous pointons du doigt vers nos autorités, car c'est elles qui ont la responsabilité première d'assurer la sécurité de notre territoire. Et bien sûr, ce point-là, il faut dire que nous avons failli. Mais puisque nous avons failli, il est toujours permis d'espérer. Il est permis d'espérer et c'est à un moment comme celui-ci où nous devons taire toutes nos divergences internes, toutes les choses que nous avons à reprocher à la façon dont la République est gérée. Nous devons mettre de côté tout cela, mais associer nos pensées, associer nos forces, associer notre énergie à soutenir le président actuel dans l'action ou dans les actions qui sont en train d'être menées pour bouter l'ennemi hors du territoire national, restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et conquérir la paix. Mais en ce faisant, nous n'oublions pas que nous avons des griefs contre notre chef. Nous avons des choses à lui reprocher, nous avons des choses que nous lui reprochons, mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux de mettre tout cela de côté et de se concentrer sur l'essentiel. Voilà un peu ma réaction par rapport à cette situation catastrophique, cette situation qui devient insupportable, bien que nous soyons en dehors du pays, mais au regard et au vu de ces images,
qui sont décevantes, décourageantes, nous n'avons pas d'autre attitude à adopter que de nous rallier derrière le chef de l'État. Mais ce faisant, nous n'oublions pas que nous avons de sérieux problèmes que nous lui reprochons, mais pour l'instant, je ne comprends pas très bien comment certains Congolais peuvent s'élever et soutenir Corneille Nangaa. Parce que Corneille Nangaa, ça va être encore AFDEL 2.0. Ça va être le même scénario. Le Congo ne va rien gagner en soutenant Nangaa et ses gens. Le Congo ne va vraiment rien gagner. Il n'y a rien de Congolais là-dedans, aucun intérêt congolais. Nangaa ainsi que le M23 ne sont que des pions entre les mains de Paul Kagame. Donc, malgré la haine que certains peuvent avoir contre le président en place, malgré notre opposition, malgré les divergences de points d'opinion, l'heure n'est plus à cela. Parce que c'est l'intégrité du territoire qui est menacée. Le territoire du Congo n'appartient pas à Monsieur le Président Félix, n'appartient pas à l'UDPS, mais l'intégrité du territoire, c'est une question qui doit concerner toutes les forces vives du pays, aussi bien celles de l'opposition que celles de la majorité. Donc je vous dis ma désolation et ma déception de voir qu'il y a certains Congolais qui applaudissent la barbarie que Nangaa est en train d'amener. Sachons-les bien, chers Congolais, il n'y a aucun intérêt de Congolais dans cette histoire. Nous devons dénoncer le M23, Nangaa, ainsi que les rebelles du M23, ainsi que le gouvernement du Rwanda, et nous devons nous allier derrière le gouvernement de notre pays, parce que c'est la seule autorité légitime que nous avons, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il doit jouer sa partition. Et nous, nous attendons de lui des actions concrètes et nous le soutenons à cet égard, bien que nous ne puissions pas nous accorder sur toutes les actions qu'il mène. Mais nous, puisqu'il s'agit de la vie de la patrie, il s'agit de l'intégrité territoriale du pays, de la souveraineté du Congo et des Congolais, il s'agit de l'honneur du peuple du Congo et des Congolais, il s'agit de la dignité de nous en tant que peuple. Mettons de côté nos divergences politiques, soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo, donnons-leur la motivation dont ils ont besoin et gardons l'espoir, bien que nous ayons perdu un certain nombre de batailles. La guerre, elle est faite comme cela, parfois vous perdez de batailles, mais à la fin, la victoire, elle sera de notre côté. Merci beaucoup d'avoir regardé. Courage à notre peuple, courage aux autorités et courage à nos forces armées.